Imaginez un peu la scène. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale et les États-Unis tiennent entre leurs mains un atout qu'ils pensent absolu, la bombe atomique. C'était censé être leur secret ultime, l'arme qui allait garantir la paix. Enfin, une paix à leurs conditions. Le truc, c'est que ce secret n'en était déjà plus vraiment un. Quand on parle d'espionnage atomique, les premiers noms qui viennent en tête, c'est souvent Julius et Ethel Rosenberg. Mais leur histoire, aussi tragique soit-elle, n'est pas la première, et peut-être même pas la plus déconcertante. Bien avant eux, un autre réseau opérait déjà, en plein cœur du projet le plus sensible d'Amérique. C'est ça, le grand mystère qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une histoire d'espionnage parfaitement réussie, d'une enquête complètement ratée, et de conséquences qui ont en fait façonné le tout début de la guerre froide. Alors, rembobinons un peu. Pour comprendre comment un espion a pu passer entre les mailles du filet, il faut se replonger dans l'ambiance politique de Washington juste après Hiroshima. Parce que la bombe, ce n'était pas juste une arme, c'était devenu un véritable casse-tête diplomatique. D'un coup, les États-Unis se retrouvent avec ce pouvoir immense, sans précédent. Et là, c'est un peu la panique au sein de l'administration Truman. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc? On s'en sert comme d'une massue pour taper sur la table et imposer sa volonté, ou est-ce qu'on essaie de s'en servir pour construire quelque chose de plus durable? Et là, deux visions s'affrontent violemment. D'un côté, on a Henry Stimson, le secrétaire à la guerre. Lui, il parle de responsabilité morale, d'une approche directe avec les Russes pour partager la technologie. De l'autre côté, le nouveau secrétaire d'État, James Burns, est beaucoup plus direct. Pour lui, la bombe, c'est un levier pour rendre l'Union soviétique plus facile à gérer. Bref, c'était coopération contre confrontation. Le dilemme était total. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parce que pendant que tous ces grands pontes à Washington se prenaient la tête pour savoir quoi faire de leur super secret, eh bien, le secret, il avait déjà fuité. Toute cette discussion était en réalité complètement dépassée. Faisons connaissance avec le premier personnage de notre histoire, Clarence Isky, un chimiste talentueux qui bosse au cœur même du projet Manhattan. Le petit tic, Isky est un communiste convaincu, un rouge pur et dur, comme disaient ses collègues, qui ne cachait absolument pas ses sympathies pour Moscou. Et qui tire les ficelles dans l'ombre? Lui, Arthur Adams. Son nom ne dit peut-être rien, mais c'est un agent du GRU, le renseignement militaire soviétique, un vrai pro. Le genre de type super discret, froid, sans émotion, un maître du déguisement qui mène ses opérations avec une efficacité redoutable. Pour se faire une idée de l'ampleur du désastre, il suffit de regarder ce chiffre, près de 4000 pages. C'est le volume de documents secrets qu'Adams a réussi à envoyer à Moscou. Et attention, on parle d'août 1944, soit un an avant Hiroshima. Il y avait tout dedans, même des échantillons d'uranium et de beryllium. Le secret est déjà complètement éventé. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que les services de renseignement américains, ils savaient. Ils avaient repéré Isky Adams. Alors la vraie question, c'est comment se fait-il qu'il n'ait jamais été arrêté? Et pourtant, ils sont passés tout près, vraiment tout près. L'armée a identifié Isky, l'a vu rencontrer Adams, et pour le sortir du jeu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'appelle sous les drapeaux et l'expédie dans une base paumée près du cercle polaire. Radical. Pendant ce temps, le dossier Adams est refilé au FBI qui le met sur écoute, le file 24 heures sur 24. On se dit que c'est la fin du jeu pour lui. C'est ça le grand paradoxe. On a les espions, ils sont identifiés, ils sont surveillés. Logiquement, ça devrait se terminer par des menottes et en procès, non? Eh bien non. Tout l'édifice s'est écroulé. Alors pourquoi? C'est une accumulation de problèmes. D'abord, le plus gros, le secret du projet Manhattan lui-même. Impossible de faire un procès sans révéler au monde qu'on construit une bombe atomique. Hors de question. Ensuite, la politique. L'URSS est encore une alliée, on est en pleine guerre. Pas question de créer un incident diplomatique majeur. Et puis, un problème juridique. Les meilleures preuves du FBI viennent de cambriolages illégaux, donc irrecevables devant un tribunal. Ajoutez à ça le fait qu'Adams n'est pas un amateur, il sent le vent tourner, joue au chat et à la souris avec le FBI et finit par disparaître. L'affaire est enterrée. Maintenant, il faut qu'on parle des conséquences. Parce que cette affaire ratée, ce n'est pas juste une anecdote. Ça a eu un impact énorme sur la politique étrangère américaine et sur la façon dont la guerre froide a démarré. Ce fiasco a créé une sorte de paranoïa à Washington. La nouvelle devise, c'est « on ne peut faire confiance à personne ». Du coup, la belle idée de coopération de Stimson, elle est jetée à la poubelle. À la place, on adopte une obsession, le secret. Le secret à tout prix. L'Amérique gardera son arme de la victoire pour elle et pour personne d'autre. Et cette obsession, elle ne reste pas juste une idée en l'air, non, elle devient une loi, la loi McMigan en 1946. En gros, elle instaure un véritable rideau de fer atomique. Fini le partage d'informations, terminé. Même avec les alliés les plus proches comme les Britanniques qui avaient pourtant bossé sur le projet. Et la réaction des alliés, elle ne s'est pas fait attendre. Ils se sont sentis trahis, complètement largués. Cette citation du ministre britannique des Affaires étrangères, Ernest Bevin, est juste parfaite. Il faut qu'on ait le fichu Union Jack dessus.
Ça veut tout dire. Le message est clair. Ah, vous ne voulez pas partager? Très bien, on va faire notre propre bombe. C'est là qu'on voit l'ironie totale de la situation. Cette politique du secret a eu l'effet inverse de ce qui était attendu. Elle a mis en colère les Alliés, elle a poussé la Grande-Bretagne à développer sa propre bombe, elle a en fait accéléré la course aux armements nucléaires. Et pour couronner le tout, elle n'a absolument pas empêché les Soviétiques, bien aidés par les fuites, de tester leur propre bombe en 1949. Un échec sur toute la ligne. Ce qui nous amène à cette question finale. Les États-Unis ont appelé la bombe leur arme de la victoire. Mais quand on regarde les faits, les secrets ont été volés, le monopole a repoussé les Alliés. Au fond, qu'est-ce qui a vraiment été gagné? Cette première affaire d'espionnage nous rappelle peut-être que le secret absolu est une illusion, et que vouloir garder un tel pouvoir juste pour soi, c'est souvent le meilleur moyen de le perdre.